Bonjour et bienvenue dans Les Plumes Bavardes, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui écrivent. Je m'appelle Émilie, jeune autrice de fantasy non publiée qui a découvert le monde de l'écriture en 2023. Dans Les Plumes Bavardes, on parlera des processus d'écriture et de tous ceux qui motivent les auteurs dans leur création. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Elia. Alors, Elia McRaven, comment tu le prononces ? Raven, mais Elia McRaven. McRaven, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans ce podcast. Merci à toi. Je suis ravie de t'avoir, j'ai vraiment trop hâte. Du coup, la première partie, on va parler de toi. Et ensuite, on parlera de tes habitudes d'écriture. Bon, du coup, on va les adapter puisque tu viens de commencer ton premier jet. Et après, il y aura des petits jeux, etc. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. Du coup, est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Elia McRaven, de mon vrai prénom Lucie, puisque Elia, c'est mon nom de plume, c'est mon deuxième prénom, mais bon, c'est quand même mon nom de plume. J'ai 32 ans, je suis originaire d'Île-de-France, mais je vis actuellement dans le Tarn. J'ai tout quitté pour retrouver la campagne et la nature. J'ai fait une formation en école de commerce, donc en 2017, ça commence à dater un petit peu maintenant. Et dans la vie, je suis chef de produit, donc partagée entre l'écriture et mon métier, puisque je travaille dans une entreprise, j'ai un CDI de cadre en parallèle, je ne vis pas du tout de l'écriture parce que je viens de me lancer. Et donc voilà, je suis en train de découvrir cette aventure qui est l'écriture et surtout le lancement dans l'entrepreneuriat avec l'aventure de l'auto-édition. Donc je m'amuse beaucoup, j'apprends beaucoup, je galère aussi beaucoup, mais voilà, c'est une super aventure. Donc voilà en quelques mots qui je suis et ce que je fais là. Ok, vas-y donc. Du coup, tu vis dans le Tarn. Ah ouais, c'est pour ça que tu avais autant de temps de route. Je comprends mieux. Ça va, comment tu vis les allers-retours tous les jours ? Je maximise ce temps, c'est-à-dire que bon, moi, après j'ai la chance de pouvoir partir assez tard au travail, je suis obligée d'être à 8h au boulot, donc j'évite les bouchons. Et du coup, moi j'écoute des podcasts dans la voiture, donc des podcasts sur l'écriture, sur l'entrepreneuriat, de la musique aussi. Enfin, tu sais, moi, le temps est jamais perdu, donc... Et ça me fait un sas en fait de décompression entre le moment où je pars du boulot et je rentre chez moi, ça me permet de couper, c'est plutôt pas mal pour le coup. Puis bon, tu sais, quand tu viens de région parisienne, 30 minutes de route pour aller bosser, c'est le luxe. Le bonheur, exactement. Donc, trop dépaysé. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce nom de plume ? Comment tu l'as choisi ? Alors, Elia, c'est mon deuxième prénom, qui était le prénom de mon arrière-grand-mère. Mac, c'est pour donc Mac MC, c'est pour McGonagall, qui est mon personnage préféré d'Harry Potter, que je trouve beaucoup trop badass et beaucoup trop drôle. Et Raven, c'est un clin d'œil au personnage des Teen Titans, qui est le personnage préféré de ma petite sœur. Et c'est une série, un dessin animé qu'on regardait, qui est issu de l'univers DC Comics, Batman, etc. Qu'on regardait quand on était petite sur Cartoon Network, pour ceux qui sont suffisamment vieux pour avoir connu cette chaîne. Et c'était vraiment notre dessin animé préféré. Et puis c'est vrai que Raven, par rapport à l'univers de la fantasy dans lequel j'écris, ça fait sens aussi. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait personnel que j'ai composé un peu comme ça. Et je m'y plais bien avec ce nom, je l'aime bien. Ouais, c'est un beau nom. Je le vois bien sur les livres dans ma bibliothèque. C'est très très stylé. La prochaine question, c'est depuis combien de temps tu écris et comment t'es venue cette envie d'écrire ? Alors, comme beaucoup de gens, je pense, j'aimais beaucoup écrire quand j'étais petite. En fait, moi, j'ai lu, dès que j'ai pu lire, j'ai dévoré les livres et on avait avec ma mère l'habitude d'aller aux Emmaüs parce qu'on avait un Emmaüs pas très loin de chez nous. Et donc, ce qui est trop bien avec les Emmaüs, c'est que tu peux acheter plein de livres pour rien. Et comme je lisais très très vite, je lisais énormément. Et ça m'a donné envie assez naturellement d'écrire mes propres histoires. Moi, j'ai grandi avec la Bibliothèque verte, donc Black les talons noirs, les Alice de Caroline Keane. Après, il y avait eu les Chairs de poule, les Grands Galops. Enfin voilà, vraiment l'époque Poney et compagnie. Et assez naturellement, j'ai eu envie d'écrire mes histoires. Donc je saurais même pas te dire à quel âge j'ai commencé à écrire, mais j'écrivais des histoires, des poèmes, des chansons, enfin voilà, des chefs-d'œuvre perdus, je pense aujourd'hui. Et c'est vrai qu'après, en grandissant, en fait, j'ai tout arrêté.
Et le seul lien que j'ai gardé avec l'écriture, c'était l'école, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les expressions écrites. Donc on avait un thème et on devait écrire dessus. Et c'est vraiment ce lien-là, moi, que j'ai gardé avec l'écriture. Et petit à petit, j'ai gardé mes journaux intimes aussi. J'écrivais beaucoup dans mes journaux intimes. Mais j'ai fini par arrêter. Et pareil, je sais même pas trop te dire vers quel âge. Parce que... en fait, écrire un livre, c'était du domaine du rêve, quoi. C'était, voilà, tu seras jamais édité. Et je sais même pas si je suis allée jusqu'au bout de cette réflexion. C'était quelque chose, tu sais, un peu une idée préconçue qu'on se fait. Ça sert à rien au final d'écrire parce que tu t'auras jamais un livre entre les mains, quoi. Sauf que ça m'a jamais quittée, cette idée d'avoir un jour mon livre entre les mains. Mais c'est vraiment un truc que je disais l'autre jour, j'ai mis dans une boîte et j'ai rangé dans un placard, j'ai fermé la porte, tu vois. J'ai vraiment complètement rangé cette idée, et j'ai avancé sans forcément me reposer la question. Et je suis retombée récemment, donc c'était en fin d'année dernière, sur une masterclass d'écriture de Marc Lévy. Un truc improbable, je sais pas pourquoi je me suis retrouvée à regarder ça, mais bref. Et il parlait vraiment de l'écriture avec une bienveillance incroyable. Et c'était vraiment... le message, c'était, mais t'as envie d'écrire, t'écris en fait. Tu te dis pas, je suis pas Victor Hugo, donc j'ai pas le droit d'écrire. T'as envie d'écrire, tu prends ton stylo et t'écris. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme approche. Et je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Finalement, ça m'a redonné, en fait, ça a rallumé un peu l'étincelle, quoi, l'envie d'écrire. Et donc je me suis dit, bon, par contre, si je dois écrire, je me forme. Parce que moi, je suis une psycho de la qualité et je me suis dit, c'est hors de question que j'écrive un truc n'importe comment. Voilà, donc je vais regarder si je peux me former. Et donc c'est vrai que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de supports gratuits pour se former, entre les podcasts, les comptes Instagram, les newsletters de chacune, il y a quand même beaucoup de matériel. Et chemin faisant, je suis tombée sur le podcast de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires, qui est tenu par Lucie Castel et Johanna Vogel. Et j'ai trouvé les podcasts extrêmement qualitatifs. Et de là, j'en suis venue à la formation, en tout cas les formations l'ICAR, puisque j'ai fait les deux. Et donc là, je suis dans l'écriture de mon premier roman. Donc en fait, entre le moment où j'ai décidé de me relancer et aujourd'hui, on était en septembre. Donc là, j'en suis vraiment... Ça fait même pas un an que j'ai repris mon rêve à plein bras, quoi. Ça fait combien de temps que tu as fait la formation? Donc c'est récent, non? Même pas un an, puisque du coup j'ai commencé la formation. Moi j'ai commencé par la formation sur l'auto-édition en fin d'année dernière, que j'ai terminée donc à l'hiver dernier. Et là je viens de terminer la formation best-seller sur l'écriture de romans. Oui, donc t'es formée à bloc là, tu vas pouvoir te lancer à donf. Ouais, je suis on ne peut plus fraîchement formée. Du coup, ouais, tu avais vraiment une envie de te former, tu voulais pas essayer par toi-même, t'avais vraiment besoin d'un cadre peut-être pour pas t'éparpiller, t'avais peur de ça? Je dirais que c'est un peu l'avantage de l'expérience, c'est-à-dire que si je m'étais lancée à 20 ans, je pense que j'y serais allée comme une brute... n'importe comment, en gros. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait au début, hein. C'est-à-dire que tu te mets derrière ton ordi, tu ouvres un Google Docs et tu tapes ce qui te passe par la tête. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise derrière mon ordi, j'ai tapé mon Incipit. Puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et l'avantage d'avoir un peu d'expérience du coup professionnelle, c'est qu'en fait je sais très bien que la formation c'est la base de tout. C'est ce qui te permet de gagner un temps fou parce que tu vas mettre ton énergie au bon endroit grâce à une méthode. Et c'est vrai que en fait la difficulté quand tu te formes un peu au coup par coup, c'est-à-dire un support par-ci, un support par-là, c'est que ça va manquer de consistance. Et l'avantage de suivre une formation, c'est que tu vas avoir un point de départ, un milieu et une arrivée avec une méthode qui se tient sur toute la ligne. Et le but vraiment pour moi de se former, alors c'est du temps et c'est de l'argent, ça c'est la base, mais moi je le vois vraiment comme un investissement. C'est-à-dire que, après c'est pas obligatoire, c'est-à-dire si tu veux juste écrire pour le plaisir sans forcément te mettre d'objectifs particuliers ou te mettre trop de pression, t'es pas obligé de te former, mais moi l'idée c'était d'arriver à un livre qui était de qualité professionnelle et qui était... je voulais pas qu'on voit la différence avec un livre en maison d'édition typiquement, et donc là t'es dans une démarche vraiment de te former comme un professionnel pour acquérir la méthode qu'il faut, pour gagner du temps et surtout pour garder de la motivation, parce que ça c'est un truc qu'on oublie, mais si tu te formes pas, tu vas mettre ton énergie à droite, à gauche, au milieu, tu sais pas trop, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas, tu sais pas pourquoi, et tu manques de recul en fait pour comprendre ce qui fonctionne ou pas, et la formation va t'apporter ça. Parce que
Ça veut pas dire que t'es pas capable, mais peut-être juste tu manques de méthode et tu manques d'organisation. Et par contre, ça, c'est ce qui peut te faire arrêter ton projet parce que tu vas t'épuiser et donc c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, quand on se lance comme ça, on a tendance à tâtonner au début pour essayer de trouver un peu ce qui fonctionne pour nous, etc. Et ça peut faire durer. Toi, au moins, ça te permet de passer un peu cette étape-là et de savoir directement ce dont tu as besoin, quoi. C'est ça. Moi, ce que je conseille, en tout cas, c'est de choisir en tout cas, de pas essayer de tester trop de formations en même temps, parce que des fois, on peut entendre tout et son contraire. Et moi, l'ICAR, j'ai trouvé ça génial, et je pense honnêtement qu'actuellement, c'est la meilleure formation sur le marché. Mais il y a aussi plein d'autres formations qui sont très bien. Il y a des coachs. Juste, ce que je conseille au début, c'est d'essayer de trouver un credo, de commencer par celui-là, plutôt que d'essayer de mixer plusieurs trucs, parce que sinon on a du mal à s'y retrouver. Surtout au début, quand on se connaît pas en tant qu'auteur, tu sais pas ce qui va fonctionner pour toi, donc tu risques de t'éparpiller. Mais la formation, j'ai entendu un podcast l'autre jour qui expliquait ça, l'image du bûcheron et de sa hache. En gros, la formation, c'est ce qui va te permettre de polir le tranchant de ta hache avant de t'attaquer à ton tronc d'arbre. Si tu arrives avec une hache complètement émoussée, tu vas y mettre beaucoup plus de temps, alors que si tu as pris le temps de polir ta lame avant, en 3-4 coups, ça va être bon, tu vois. Et c'est exactement ça la formation. C'est vraiment essayer de renforcer au maximum ton efficacité quand tu vas te lancer dans quelque chose. Pourquoi ? Parce que si tu fais ça, tu vas avoir des résultats beaucoup plus vite. Et donc, tu vas garder ta motivation et tu vas avoir le sentiment d'avancer. Et moi, je l'ai vraiment vu entre les deux formations l'ICAR. J'ai commencé la formation sur l'auto-édition où j'ai commencé du coup à lancer toute ma partie marketing, communication en amont. Mais par contre, je commençais à tourner en rond sur mon roman. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que je fasse un plan. Je pensais avoir mon idée principale, etc. Mais j'arrivais plus à savoir par quel bout je devais continuer. Et le fait d'avoir pris la formation, ça m'a vraiment permis d'avoir une méthode avec des étapes simples et dans l'ordre à suivre. Et ça a vraiment tout changé et ça m'a complètement débloqué. Et là maintenant, chaque étape est très claire, tu vois. Je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire après, j'ai pas de doute. Après, il faut du temps et il faut de l'énergie, mais au moins les étapes sont claires. Et rien que ça, déjà, c'est déjà énorme, je pense. Oui, j'imagine. Du coup, tu as envie de te lancer en auto-édition ? Ouais. Pourquoi ce choix ? En effet, c'est un choix. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, moi je travaille dans le marketing. Donc le gros mot, je sais que pour certains c'est un gros mot, mais on en parlera peut-être après. Mais en gros, moi mon métier en tant que chef de produit, c'est d'avoir la responsabilité d'un produit ou d'une gamme de produits et de faire en sorte que ça corresponde aux besoins des clients et que du coup le cycle de vie, que le produit se vende bien. Donc j'ai fait ça dans l'automobile avant, après j'ai fait du commerce, maintenant je suis dans la géolocalisation. Donc en fait, avoir cette logique de j'ai un produit, parce que pour moi le livre, même s'il y a un aspect émotionnel, je suis désolée de le dire, mais c'est un produit. Le fait d'avoir un produit qui doit trouver son marché et de faire en sorte qu'il ait la bonne qualité et ensuite qu'il ait les bons critères pour correspondre à son lectorat, c'est une logique que je connais puisque je travaille avec au quotidien. Et en plus de ça, c'est tout ce que j'aime faire. Le côté communication, création, moi j'aime bien tout faire toute seule. Tu vois, le côté graphique, la couverture, le machin. Enfin, en fait, c'est tout ce que j'aime faire. Donc, pour moi, il n'y avait pas de raison. Je vois pas pourquoi j'aurais... Enfin, je veux pas paraître prétentieuse pour le coup en disant ça parce que j'exclus pas un jour de bosser aussi avec des maisons d'édition parce que t'as une équipe aussi et t'apprends énormément. Mais je suis pas obligée, en fait, en l'état, de passer par un éditeur pour avoir mon livre entre les mains. Et en plus, c'est des choses que j'aime faire et que je suis capable d'apprendre. Donc pour moi, c'était vraiment évident que la voie de l'auto-édition, c'était celle, en tout cas, que je voulais essayer à court terme. Parce que, il y avait vraiment une notion de j'ai envie d'apprendre. C'est des choses que j'aime faire, c'est des choses que je sais faire en partie. Et par contre, la condition de base, c'est d'avoir un livre de qualité professionnelle, c'est-à-dire que oui, tu peux t'auto-éditer, mais c'est pas une excuse pour avoir un livre de merde. Et donc la base, c'était de se former aux techniques narratives pour avoir un truc qualitatif. Du coup, ça m'angoisse vachement parce que aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai un livre de qualité, même si je fais tout pour, ça c'est les lecteurs qui le diront. Mais tu vois, dans la démarche, c'était ça. C'était je me forme pour avoir un livre qui est de qualité et qui répond aux attentes du marché, parce que ça c'est la base, c'est le contrat de base avec le lecteur. Et par contre après la suite, je sais que je suis capable de le gérer et j'ai envie de le faire, donc auto-édition. Je comprends, mais c'est bien, oui, si tu sais que tu peux te lancer seul, il faut le faire. Est-ce que du coup tu veux nous parler un peu plus de l'aspect marketing, puisque tu me disais tout à l'heure que ça avait une place hyper importante pour toi dans tout ce projet-là. Comment tu t'organises pour ça ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Alors je suis pas une experte du marketing du livre, c'est-à-dire du monde du livre.
Par contre, comme je disais tout à l'heure, la logique marketing, pour moi, que tu vendes un livre, une voiture, des chaussures, il y a quand même des manières de réfléchir de base qui sont les mêmes partout. C'est-à-dire que déjà à la base, ton produit, il doit répondre à un problème. En l'occurrence, le livre, c'est quelque chose qui va te permettre de répondre à un besoin d'évasion de la part du lecteur, un besoin d'apprentissage, un besoin de ne pas s'écorcher les yeux quand il le lit parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe partout. Voilà, il y a certains critères de base que ton produit doit avoir pour répondre à un besoin et être pertinent. Ensuite, l'idée, c'est de te poser toujours la question de qu'est-ce qui va faire que tu vas être différenciant par rapport aux autres. C'est difficile de se poser cette question-là quand on parle d'un livre, mais ça va être ton histoire, ça va être ta personnalité en tant qu'auteur. Chaque livre est unique, sauf dans des cas de plagiat, mais chaque livre a vraiment la patte de son auteur, a vraiment un aspect unique. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Il faut en prendre conscience pour être capable de le mettre en avant ensuite. Et après, il y a d'autres principes de base comme respecter les gens qui vont acheter ton produit, c'est-à-dire en proposant un produit de qualité et en disant la vérité. Ça, c'est la base. Et être toujours authentique. Bon, ça, c'est vraiment, pour le coup, ma marque de fabrique. Je suis un peu cash, mais pour le coup, je suis quand même quelqu'un d'assez franc. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir aussi retranscrire ça dans mon parcours d'autrice. Je me suis rendu compte, en fait, en discutant avec beaucoup d'autrices et d'auteurs autour de moi qui se lançaient, que le marketing, c'était quelque chose qui faisait super peur, tu vois, se lancer sur les réseaux, lancer son site web. Alors qu'en fait, c'est des principes qui sont assez naturel, tu vois ce que je veux dire, c'est dire la vérité, respecter les gens, proposer un truc de qualité. Par contre, faire tout ça ne veut pas dire que t'as pas le droit de faire de la communication dessus et d'essayer de le vendre. Le but, c'est quand même aussi de vendre son livre. Et s'il y a des gens qui te disent le contraire, bah, soit ils te mentent, soit ils sont pas dans une logique de vendre des livres comme une entreprise, ce qui est ok aussi. Mais je veux dire, à partir du moment où tu veux avoir une carrière d'auteur, ton but, c'est quand même de vendre des livres pour réussir à te dégager des sous et réussir à en vendre. Et il faut pas avoir honte de ça. Par contre, il faut toujours se poser la question de est-ce que ce que je produis, c'est de qualité ? Est-ce que c'est utile aux gens qui me lisent ? Et qu'est-ce qui fait ma différence par rapport aux autres ? Mais tu vois, c'est pas des trucs révolutionnaires. C'est assez intuitif, je trouve. Et c'est ce qui fait que le marketing va pas être juste du bullshit de j'ai une belle couverture, mais c'est de la merde à l'intérieur. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Oui, non, mais je vois. Mais c'est hyper intéressant parce que j'essaie moi aussi j'ai un peu cette démarche-là, mais un peu plus minime, on va dire. Sur mon compte Instagram, j'essaie de présenter mon livre et tout. Et je vois vraiment la différence avec ton Instagram à toi. On sent que c'est quand même très réfléchi ce que tu publies. Et on sent que, ouais, il y a cette volonté derrière de faire quelque chose de qualitatif. Et franchement, ça a l'air de fonctionner parce que t'as presque 1000 abonnés, non ? Ouais, je suis un peu moins de 900, ouais. Et franchement, chaque post que tu publies me donne envie de lire ton futur roman. Et c'est du gentil. coup, ça fonctionne, je pense. Je pense qu'il faut... C'est cool. En fait, il faut se déculpabiliser un peu. Tu vois, il y en a beaucoup qui disent « mais qu'est-ce que je vais poster ?» Presque, ils ont honte de poster, ils ont l'impression d'embêter les gens. En fait, il faut partir d'un principe qui est simple. Si tu emmerdes les gens, ils vont pas rester, ils vont partir. Par contre, les gens qui vont rester, c'est des gens qui vont aimer ton contenu et qui sauront pourquoi ils sont là. Et peut-être que ça va changer et qu'ils partiront après, c'est pas grave. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, la règle de base, c'est toujours, moi je parle de la valeur et ils se moquent de moi, mes collègues de ma promo à Treillis, d'Alicard, parce que je les bassine avec ça. Pour moi, la base, en tout cas dans mon métier de chef de produit, et c'est un truc que j'ai importé dans mon travail sur ma carrière d'auteur du coup, c'est la valeur. C'est quand tu fais un post Instagram, quand tu prends la parole, quand tu écris une newsletter, qu'est-ce que tu vas apporter, qu'est-ce que tu veux apporter à la personne qui va te lire ? Parce que la personne qui va te lire, qui va acheter ton livre, qui va lire ton post Instagram, elle va accorder du temps de sa vie à quelque chose que tu vas lui mettre sous le nez. Et donc il faut que tu te poses cette question-là. Qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter ? C'est quoi le but de ce que je fais ? Et s'il n'y a pas de valeur, tu ne le fais pas, tout simplement. Par contre, les gens qui vont te lire, si quand ils te lisent, ils apprennent des choses, ils passent un bon moment, du coup, la relation, elle va se créer comme ça, tu vois. Et il faut pas s'excuser de parler de ton livre, parce que ceux que ça intéresse pas, ils vont juste zapper, ils passeront à autre chose, parce qu'il y a plein d'autres contenus. Mais par contre, ceux qui vont aimer,
tu leur auras apporté quelque chose parce qu'ils vont se dire ah trop bien, ce concept j'adore, tu vois, le concept de la revisite du compte de réponse, moi j'ai trouvé ça génial et j'ai lu ton extrait et ça m'a donné envie de lire le livre, tu vois, et si ça m'avait pas plu, je serais passée à autre chose et tu m'aurais pas non plus fait du mal. Là où entre guillemets ça fait du mal, c'est si tu prends pas le temps de corriger les fautes d'orthographe, si tu m'arraches les yeux avec des posts pas travaillés, etc. Chacun fait de son mieux, mais je pense qu'il faut toujours faire de son mieux. T'as pas le droit de faire les trucs à l'arrache par-dessus la jambe, parce que ça, c'est pas respecter les gens, tu vois. Par contre, à partir du moment où tu fais du mieux que tu peux, que tu te formes, que tu fais l'effort de faire quelque chose de qualitatif et de te poser ces questions-là, et en plus, faut essayer. Au début, peut-être que ça marchera pas, puis tu vas t'adapter et tu vas apprendre et tu vas avoir les retours des gens. Faut aussi demander les retours des gens. Moi, j'implique beaucoup ma communauté sur qu'est-ce que vous avez envie de voir, est-ce que ça t'a plu, est-ce que ça t'a pas plu, sous quel format. En fait, demande l'avis aux gens. Au pire, ils te répondent pas, et au pire, tu les saoules et ils iront ailleurs, mais t'as pas envie d'avoir ces gens-là dans ta communauté si tu les saoules à chaque fois que tu prends la parole, tu vois. Donc, faut un peu démystifier tout ça, je pense. On s'en fait toute une patate, alors que, en fait, c'est pas la mort. Et la plupart du temps, en plus, les gens sont super bienveillants et sont vraiment disposés à aider, à répondre. Ils sont ravis qu'on leur demande leur avis, d'ailleurs. Et faut leur dire aussi que c'est dans leur intérêt. Moi, quand je demande l'avis des gens, par exemple, typiquement, je prends un exemple récent, j'ai hésité à créer un deuxième compte Insta pour l'univers de mon roman, et j'étais vraiment partie sur ça. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais vraiment prévu de créer un deuxième compte, parce que mon compte de base, la direction artistique et les visuels que j'avais choisis n'étaient pas trop adaptés à l'univers fantasy. Et je leur ai demandé, d'ailleurs t'avais répondu je crois, j'avais demandé qu'est-ce que je fais en gros, est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'on crée un nouveau compte ? Et 80% des gens je crois ont dit on reste ici. Du coup je les ai écoutés. Par contre j'ai adapté ma direction artistique, donc le style de mon compte, pour que ça me permette de faire plus de choses et que ce soit cohérent visuellement. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est important de demander aussi l'avis de la communauté, et c'est aussi comme ça que tu vas créer de l'engagement et avoir un contenu qui parle aux gens qui te suivent. Donc je pense qu'il faut un peu démystifier tout ça. On s'en fait un peu tout un monde, alors que en fait c'est pas la mort, on va tuer personne en fait. Si on fait un post qui plaît à personne, au pire on l'adaptera le prochain, tu vois. On sauve pas des vies non plus. C'est vrai, heureusement. Heureusement d'ailleurs, ouais, heureusement. Nous on tue les personnages plutôt. C'est ça. Et du coup, je voulais juste rebondir. J'aime beaucoup ta nouvelle DA de ton compte Instagram. J'aime beaucoup tes posts avec le petit corbeau en bas là qui parle. C'est vraiment trop bien. J'adore. Merci. Mais tu vois, après ça c'est pareil. Il faut aussi le marketing, faut s'amuser. Je pense que vraiment ça sert à ça aussi. Le marketing, ça sert à s'amuser, ça sert à montrer qui on est. Moi, tu vois, pour ceux qui connaissent pas forcément mon compte, moi, ma direction artistique, les codes couleurs que j'ai choisis, c'est les couleurs du pelage de ma chienne, parce que c'est des couleurs que j'adore. Et j'ai mis un petit corbeau en bas qui commente tous mes posts, mais ce petit corbeau, c'est moi. Tu vois, c'est marrant parce que la semaine dernière, j'étais chez ma meilleure pote qui me connaît depuis, je pense que j'ai peut-être 7 ans. Et elle me disait, et son mec qui était à côté, qui est mon pote aussi, il se marrait, il me disait mais des fois le soir elle lit tes posts et elle se fend la gueule sur le canapé parce qu'elle me dit mais c'est trop elle, regarde et tout. Et en fait c'est ça aussi, le marketing, ça doit être vous derrière, ça doit être votre humour, vos blagues, vos faiblesses, vos forces, vos questionnements. On n'est pas là pour faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, parce que ça marche pas, et parce que ça c'est du mensonge, et si vous avez écouté ce que j'ai dit avant, c'est pas bon. Donc non, au contraire, restez vous-même, c'est ce qui marche le mieux. C'est vrai. Vous savez, ça a changé les temps où les gens sur les réseaux sociaux montraient notre vie. Maintenant, on veut de l'authenticité, quoi. Tu as parlé un petit peu tout à l'heure que tu lisais beaucoup. Du coup, si tu es une grande lectrice, tu lis au quotidien? Ouais, je lis moins maintenant qu'avant, parce que vie d'adulte, donc t'as quand même un peu moins le temps. Étant petite, ouais, je lisais énormément les Harry Potter, Bibliothèque verte, enfin tout ce qui me tombait sous la main, plus ou moins. Aujourd'hui, j'essaie quand même de garder un rythme de lecture, parce que j'en ai besoin aussi pour reposer mon cerveau et lui faire voir autre chose que mon projet. Donc je lis de la fantasy, je lis aussi du feel good, parce que des fois j'aime bien couper un peu, justement. Je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi quand je lis trop souvent d'un même genre, j'ai l'impression que je sature. Et donc du coup j'ai besoin de lire complètement autre chose. Donc tu vois, par exemple là j'étais dans Le sang et la cendre, je crois que j'ai lu jusqu'au 3 ou 4e, et après j'ai enchaîné avec un autre roman qui s'appelle Presque au paradis de Laurence Denali.
D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce roman, je vous invite vraiment à le lire, qui est du feel good, une histoire familiale, enfin vraiment rien à voir, et ça m'a vraiment fait du bien. Là, je suis en train de lire Laura Eskin, le Eclipse 200. Enfin, tu vois, j'alterne un peu et je fais en fonction de ce que j'ai envie de lire. Si j'ai envie de lire du feel good, je lis du feel good. Si j'ai envie de pas lire, je lis pas, parce que c'est pas une compétition non plus. Donc ouais, j'alterne. Je te dirais que je lis entre 2 livres par mois si vraiment je suis pas en forme, et 3-4 si j'arrive à en lire plus. Mais avec le boulot, le travail et tout, sur le roman, j'ai pas non plus le temps de lire 15 livres par mois. Je sais pas comment font les gens qui lisent autant de livres, mais non, moi c'est pas mon rythme. Je pense que c'est leur seule passion. Ouais. Et moi, je fais tellement de trucs dans ma vie personnellement que je peux pas lire autant de livres. C'est impossible. Donc, bravo à ceux qui arrivent à faire ça, mais moi c'est pas mon cas. C'est clair. Tu écris une dark fantasy. J'essaye. Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre ? Pourquoi tu veux écrire dans ce genre-là ? C'est une bonne question, parce que quand j'ai regardé la définition de la dark fantasy, c'était ce qui venait par rapport à mon livre. J'aime bien le côté c'est la merde, c'est complètement la merde, et il faut qu'on arrive à trouver une solution pour s'en sortir. Moi, je suis très très sensible à tout ce qui est épique. Moi, il faut des trucs avec du feu partout, des grosses batailles. J'adore cet univers. Et, moi aussi. Et du coup, le côté dark, alors c'est pas de la très très dark fantasy, parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt optimiste, et je pense pas être capable d'écrire quelque chose de tu sais, où il y a vraiment des viols, des trucs affreux. Enfin, j'ai lu un truc là récemment. C'était vraiment hyper dark. Je pense pas pouvoir écrire des trucs comme ça, c'est pas trop mon mood, tu vois. Par contre, plus le côté psychologique, est-ce que l'homme est bon ou mauvais, quelles conséquences quand tu fais des choix, est-ce que tu peux vraiment avoir de la rédemption, voilà, plutôt ce type de questionnement. C'est plutôt ça, ouais, qui m'inspire et qui nourrit mon livre pour le moment. On va parler de tes habitudes d'écriture. Donc, comme tu viens de commencer, on va adapter les questions. Donc, la première question, c'est la classique. Est-ce que tu te considères plus architecte ou jardinière ? Je pensais être jardinière, et en fait, je suis plutôt une architecte. Parce que le travail préparatoire là, que j'ai fait avec la formation LICAR, ça m'a permis de me rendre compte que je change énormément d'avis. J'ai tellement... Enfin, tu sais, j'ai une idée, je pars sur un truc... Et en fait, le fait de structurer ma pensée, de m'obliger à structurer ma pensée, à avoir un plan et tout, je me rends compte que... En fait, je suis sûre que si je n'avais pas fait de plan, j'aurais eu à un moment donné une méga page blanche, parce que je serais partie bille en tête, j'aurais peut-être écrit les 15 premiers chapitres les doigts dans le nez, et à un moment donné, j'aurais bloqué parce que j'avais pas assez construit de trucs et qu'au bout d'un moment, ça marche pas. Donc en fait, je pense être plutôt une architecte, ouais. Ça me rassure d'avoir mon plan, d'avoir tout qui est couché sur le papier, parce qu'en fait je vois si c'est cohérent ou pas, je vois si il y a des défauts dans la structure, donc ouais, ça me rassure, et je pense que je suis plutôt une architecte. Par contre, je pense qu'à un moment il faut sortir de ça. Tu vois, typiquement mon plan, j'ai passé des semaines dessus, et au bout d'un moment j'avais l'impression que j'avançais plus, et c'est le moment où il faut se dire bon bah là j'arrête et je me lance dans l'écriture, et je fais confiance au processus et à mes personnages et à tout le travail que j'ai fait avant, et en espérant que ça aboutisse à un truc qui tienne la route. Et ça, c'est l'avenir qui nous le dira, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est important de ne pas trop s'enfermer dans son plan, parce qu'au final, quand on commence à écrire, c'est là qu'on voit vraiment les choses qui vivent, et on peut adapter et tout. Et j'ai pas encore vécu ça, mais tout le monde me le dit, le moment où les personnages te prennent la main et te guident. Donc j'ai hâte de le vivre, parce que tout le monde m'en parle de ce phénomène de vraiment... tu verras à un moment tes personnages, ils prennent le relais. Je sais pas psychologiquement comment c'est possible, enfin tu vois, je l'ai jamais vécu, donc j'ai un peu hâte de voir ça, ouais. C'est une sensation de ouf, c'est génial. Parce qu'en fait, ils prennent vie devant tes yeux, mais c'est un truc de fou. Mais c'est vrai que tant que tu l'as pas vécu, ça paraît lunaire. J'en ai parlé à mon copain qui est pas du tout là-dedans, et il me regardait en mode mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Et tu vas voir, c'est génial. Ouais, j'ai hâte de vivre ça, ouais. Donc là, du coup, tu as commencé la rédaction de ton premier jet. Ouais. Tu as commencé quand? J'ai commencé lundi soir. Donc là, j'ai écrit mon prologue. Mais potentiellement, je vais le modifier, parce que je pense que je vais changer de point de vue. Je l'ai écrit à la première personne. Et en fait, j'aime pas trop écrire à la première personne. C'est pas bien, moi j'aime pas non plus. Ouais, après, enfin, c'est marrant parce que je sais qu'en ce moment, c'est plutôt la mode.
en fantasy les livres écrits à la première personne, surtout quand l'héroïne est féminine, tu vois. Mais intuitivement, moi, je préfère écrire à la troisième. Et en fait, en cours de plan, je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, je me demande si pour cette histoire, il faudrait pas plusieurs points de vue. J'avais pas du tout prévu d'écrire ça à la base. Enfin, je veux dire, la fille qui se complique la vie, premier roman, elle fait une saga, dark fantasy, avec plusieurs points de vue. Enfin, je veux dire, il y a rien qui va, tu vois. J'avais pas du tout prévu de faire ça à la base, et je pense que pour l'histoire, c'est mieux. Par contre, je me vois pas forcément écrire plusieurs points de vue à la première personne, parce que je préfère écrire à la troisième. C'est plus naturel pour moi. Donc là, j'ai écrit mon prologue, du coup, mon incipit à la première personne. C'est pas mal. Il y a l'ambiance, il y a tout ce qu'il y a. Il y a tout ce qu'il faut, pardon. Mais j'ai pas forcément envie de faire ça sur tout mon roman. Donc je pense que je vais le réécrire à la troisième personne pour voir ce qui me convient le mieux et faire des tests un peu comme ça. Puis bon, après j'ai eu des déplacements donc j'ai pas beaucoup pu avancer cette semaine parce qu'il y a la vraie vie aussi en parallèle. Donc je pense que je mettrai un gros coup de collier là sur cette fin de semaine, notamment ce week-end pour avancer parce que j'ai quand même des délais à tenir plus ou moins. Tu te fixes une date de fin, de premier jet et tout, t'as un peu un planning? Ouais, alors bon, moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis une éternelle optimiste, donc je me suis dit que j'aimerais qu'il soit sorti en novembre, avant les fêtes de Noël en gros, parce qu'après c'est c'est plutôt les romances de Noël. Idéalement je voulais Halloween, mais je pense que ça sera plutôt novembre. Donc on est bien, hein, on est là au moment où on se parle, on est mi-mai. J'ai juste écrit mon incipit, faut le temps que je l'écrive, que je le fasse relire, que je le fasse corriger. Franchement, large. Waouh. C'est ambitieux. Mais écoute, je te le souhaite. Dans ma tête, là, je suis pas encore paniquée. Je me dis, franchement, ça va le faire. Bah écoute, tant mieux. Hein, donc soit je suis inconsciente, soit j'ai vraiment une bonne étoile, on verra. Bah franchement, moi personnellement, je pourrais pas le faire, mais il y a des gens qui arrivent très bien, donc tout est possible. C'est le premier roman, donc je manque un peu de recul sur ma vitesse d'écriture. Je pense que pour le coup, j'écris vite. Parce que tu vois, là, mon prologue, j'ai fait 500 mots en 1h30. J'avais mon prologue, tu vois. Je pense que j'écris vite parce que pour le coup, j'ai fait énormément de travail en amont. Donc mon histoire, elle est claire dans ma tête et entre guillemets, j'ai juste à dérouler. Et je suis quelqu'un, pour le coup, qui écrit assez facilement. Donc j'ai cet espoir, peut-être naïf, mais que je vais écrire assez rapidement et que je vais tenir mes délais. Après, comme me dit souvent ma correctrice pour me rassurer, elle me dit au pire, si tu le sors plus tard, personne t'attend, et elle a raison. Te fous pas non plus une pression de dingue pour tenir des délais. Voilà. Le but, c'est aussi de m'amuser, de me faire plaisir. Et par contre, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de sortir un truc de qualité. Donc si je vois que le truc n'est pas prêt à sortir, il sortira pas parce qu'il est hors de question que je sorte un truc bâclé, quoi. Oui, puis c'est ça l'avantage de l'auto-édition aussi, c'est que t'as personne derrière qui te dit faut absolument que tu m'envoies ton truc et tout. Si tu le sors dans 3 mois après, ce sera bon, quoi. C'est ça, et tu vois, inversement, les gens me disent oh là là, mais l'auto-édition ça doit être stressant. Mais je suis là, mais en fait, bosser avec un planning d'éditeur en plus de ton boulot à côté, ça c'est stressant. Ouais, je pense. On n'a pas la même vision du truc, mais comme tu disais, moi je cale mes priorités et mon rythme comme j'ai envie. Je rends des comptes entre guillemets à personne, en tout cas pour l'instant, parce que j'ai pas encore de lecteur. Je pense que quand t'as sorti ton premier tome, là c'est autre chose, parce que les gens, surtout s'ils ont aimé, ils attendent le deuxième, donc là t'as un peu plus la pression. Mais en tout cas pour l'instant, en soi j'ai juste à me faire plaisir, à profiter du processus et à kiffer, quoi. Donc bon, après se mettre des deadlines c'est important, parce que sinon t'as le risque que ça dure éternellement et de pas avoir de ligne de mire. Donc, mais c'est vrai que j'ai le droit d'adapter ma deadline et ça c'est pratique quand même. À quelle fréquence tu arrives à te poser pour travailler sur ton roman ? Alors, quand j'ai pas de déplacement ou quoi, je me mets minimum 1 heure par jour, c'est-à-dire que je vais me lever plus tôt le matin. Alors, tôt pour moi, c'est 7 heures. Il y a des gens qui sont debout à 6 heures, je vous admire, mais moi je suis pas du tout... j'ai besoin de 8 heures de sommeil, tu vois, donc... je me lève à 7 heures et généralement, le temps de me préparer, tout ça, prendre mon petit déj, me réveiller, je bosse de 8h à 9h et je pars au boulot à 9h, tu vois. Généralement je fais ça. Si j'ai encore de l'énergie le soir, je rebosse le soir, mais ça j'évite de le faire parce qu'en fait je me rends compte que après je suis tellement réveillée et j'ai encore passé trop de temps devant les écrans et ma qualité de sommeil elle est pas terrible. Donc j'essaye plutôt de bosser le matin parce qu'au moins comme ça lance ma journée et ça me permet d'avoir une meilleure qualité de sommeil le soir. Mais historiquement je suis plutôt quelqu'un qui bosse le soir. Tu vois, mon prologue l'autre jour je l'ai écrit le soir, mais c'est vrai que vu que je travaille en parallèle, j'essaye de travailler plutôt le matin en ce moment parce que sinon je dors pas bien et peut-être encore les yeux grands ouverts, le cerveau qui turbine et
t'es pas bien après pour t'endormir, donc j'essaye d'éviter de faire ça, ouais. C'est bien, c'est plutôt sain. Et du coup, à quel moment tu arrives à caler tes préparations de posts Instagram, ta newsletter, ton site internet, tout ça, tu le cales à quel moment ? Dès que j'ai un moment, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, déjà je la note. J'ai ma petite appli note sur mon téléphone. Dès que j'ai une idée, boum, je la note. Comme ça, je la perds pas. Et généralement, si j'ai du temps et que j'ai une idée, je la mets tout de suite sur Canva et je prépare mon post. Comme ça, j'ai un post d'avance. Donc je vais faire ça soit par exemple quand je prends mon petit déj si j'ai envie, ou le week-end, ou entre midi et 2, ou tu vois le soir. En fait, c'est bizarre, mais c'est plus facile pour moi de faire du marketing le soir que d'écrire mon roman. C'est plus naturel pour moi le marketing et il y a moins d'engagement, t'as moins besoin de réfléchir en fait, je sais pas comment dire. Ouais. Donc c'est plus facile pour moi de préparer un post Insta typiquement le soir, tu vois, direct après manger, comme ça après je coupe et puis je vais lire un coup, plutôt que d'écrire mon roman. Donc je vais m'organiser un peu au feeling en fait sur mes posts Instagram. Le week-end quand j'ai le temps, j'essaye d'en préparer 3-4 d'avance, surtout que là j'ai augmenté ma cadence de publication. Donc ouais, je m'organise comme ça. Mais je suis pas forcément un exemple, je dirais, en termes d'organisation, parce que je fais un peu au feeling et quand j'ai un moment, je fais un truc, tu vois. J'ai pas vraiment une routine rodée, je suis pas capable de tenir une routine, ça me stresse. Ouais, je comprends. Mais je trouve que tu t'en sors quand même pas mal, c'est bien. Merci. Donc tu préfères écrire le matin. Est-ce que tu te mets dans des conditions particulières pour écrire ? Par exemple, est-ce que tu restes en pyjama ? Non, du coup tu te prépares. Est-ce que tu dois boire quelque chose, une boisson spécifique ? Est-ce que tu écoutes de la musique ? Ça dépend. Si j'écris le matin, si je vois que je risque de trop glander et de pas tenir mon créneau d'écriture, je me lève et je prends vite fait mon petit déj et j'écris en pyjama. Et comme ça, j'ai sauvé, entre guillemets, mon créneau d'écriture. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'écris peut-être un peu moins longtemps, mais au moins mon créneau, il est sanctuarisé. Et après, je vais m'habiller, je me dépêche, je pars au boulot, voilà. Si j'écris donc, le matin, ce qui est bien, c'est que la maison n'est pas encore réveillée, donc tout le monde dort. Donc je me mets dans ma véranda. On a la chance d'avoir une véranda, donc rien de mieux pour écrire, je pense. T'as la vue sur ce qui se passe dehors et je suis au calme sur ma table et j'écris dans le silence, mais sans forcément mettre de la musique. Je profite du silence de la maison, en fait. Par contre, le soir, je vais plutôt avoir tendance à mettre mon casque anti-bruit avec une musique d'ambiance de fantasy. En ce moment, je mets celle du jeu vidéo Diablo, tu vois, parce que c'est totalement l'ambiance. Et je vais plutôt mettre ça comme musique de fond pour vraiment m'immerger dans l'ambiance de mon roman. Donc ça va vraiment dépendre des moments. J'aime bien avoir une petite bougie parfumée aussi, parce que ça me met dans le mood de « Ah, ça, c'est la bougie pour écrire ». Et après, ouais, le thé en fonction de mon envie. Mais généralement, j'oublie de le boire, donc j'ai arrêté le thé. Parce que je suis trop concentrée sur ce que je fais et j'oublie que je m'en suis fait un, donc je le bois pas. Donc c'est un peu dommage, quoi. Ok. Oui, c'est vrai. Quels outils tu utilises pour écrire ? Est-ce que tu as des outils de prédilection ? J'ai testé quelques trucs. J'ai testé Scribook, qui était pas mal. Ah, je connais pas du tout ça. C'est gratuit en plus, donc ça c'est plutôt chouette. Ça te permet d'organiser ton travail par chapitre. T'as la méthode du flocon et tout. Enfin, si tu débutes, ça peut être pas mal. Mais après, j'ai découvert Notion et en fait, moi, je fais tout sur Notion. J'utilise le template des mots raturés de Margot Desaines, qui est très bien. Et en fait, ça m'a vraiment permis de centraliser au même endroit mon travail préparatoire. Et bon, là pour l'écriture, pour l'instant, je commence sur Notion. Je verrai à terme si c'est bien ou pas. Je pense que sinon, je finirai sur un bon vieux Google Docs en ligne. Par contre, moi, je travaille en ligne parce que je veux pouvoir retrouver mon travail où que je sois, depuis n'importe quel PC. Enfin, tu vois, je veux pas être bloquée parce que si ton ordi il brûle, t'as plus rien. Donc moi je suis plutôt partisane des outils en ligne, tu vois, Canva, ce genre de choses, parce que comme ça je suis pas bloquée. Si je veux bosser entre midi et 2 sur ma pause, je peux le retrouver depuis mon ordi, enfin voilà. Donc je travaille plutôt sur des outils en ligne et pour l'instant Notion c'est vraiment bien parce que je trouve pour structurer le travail préparatoire, avoir tout au même endroit, tu peux faire des plannings et tout, franchement c'est pas mal. Donc tu écris sur Notion ? T'as écrit sur Notion ? En tout cas, mon prologue pour l'instant est sur Notion, donc je verrai après si je le... Ouais, écoute, j'ai pas dit que j'étais une pro de l'organisation, je te rappelle. Donc pour l'instant, j'ai fait ça. Après, je te dis peut-être que ça finira sur un bon vieux Google Docs. Il y a des chances que ça se termine comme ça. J'ai pas de licence Microsoft sur mon PC à la maison, donc pas Microsoft, du coup, pas Word. Mais à terme, peut-être Google Docs ou peut-être Scribook. J'ai Scrivener aussi, mais... c'est pas super intuitif et j'ai pas forcément envie de perdre du temps là à me poser la question parce que sinon ça va partir en procrastination. Donc j'écris
peu importe le support. Là, je me pose pas ce genre de questions, j'écris et je me reposerai cette question-là plus tard. Je te dis, je pense que ça finira sur Google en ligne tranquillement. Je te conseille Google Docs, c'est trop bien en vrai. Pour la bêta aussi, c'est pas mal, ouais, pour les commentaires. Oui, bah ouais, c'est clair. Du coup, comment tu organises ton écriture ? Je crois que tu as un petit peu répondu, mais par rapport à... Est-ce que tu as un plan déjà bien défini ? Est-ce que tu as fait des fiches personnages, etc. Raconte-moi un petit peu tout du ça. coup, moi, j'ai suivi la méthode Licard. Donc, du coup, oui, j'ai mes fiches personnages. Donc, j'ai essayé le mind mapping, mais en fait, c'est pas trop pour moi. Moi, je fonctionne beaucoup en itération. C'est-à-dire que je vais avoir une idée... Je vais avoir besoin de la challenger, de la dérouler, tu vois, de tirer la pelote, etc. Le mind mapping, c'est pas mal quand tu as déjà tes idées et que tu veux les mettre au propre. Donc, mind mapping, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est quand tu vas faire des bulles, des traits, tu vas faire un schéma qui représente toute ton histoire. Moi, j'ai essayé, mais ça marche pas trop. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que en fait, déjà, la base de la base, c'est que quand j'ai une idée, j'ai un cahier papier et j'écris toutes mes idées. C'est-à-dire que je cherche pas à me dire c'est une bonne, c'est une mauvaise idée, c'est l'idée du siècle. Je la note. Donc j'ai un cahier où j'ai des pages et des pages de notes, d'idées. Voilà, il se passe ça, il y a telle scène. Vraiment en vrac tout ce qui me passe par la tête. Après de là, j'essaye de dégager qu'est-ce qui se détache de tout ça, c'est quoi l'idée principale du roman, qu'est-ce que j'ai envie de porter finalement. Tu résumes ça en une phrase, donc ça c'est la méthode Licard, ton intention littéraire. Et après, de là, tu vas étoffer qu'est-ce qui se passe, quelles sont tes bascules, tes fiches personnages, etc., etc. Donc, j'ai fait tout ce travail préparatoire-là. Ça m'a bien aidé parce que, comme je te disais tout à l'heure, je pense que j'ai vraiment un cerveau en itération. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller d'idée en idée pour trouver l'idée finale. Tu vois, je suis pas forcément quelqu'un qui va avoir une seule idée et ça va être celle-là et on la garde jusqu'au bout. En fait, mon cerveau fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai besoin de poser mes idées, de les creuser et puis de les mûrir, de changer d'avis, etc. Et c'est là, comme ça, en ayant testé plusieurs trucs, que je vais réussir à trouver vraiment le truc qu'il me faut. Et donc le fait de faire un plan et de faire ce travail préparatoire, je vais changer d'avis et je vais faire évoluer mes idées et mûrir mes idées pendant mon travail préparatoire et pas pendant que je suis en train d'écrire. Et donc en fait ça c'est super important parce que sinon potentiellement t'as écrit je sais pas combien de chapitres et tu veux changer complètement ton histoire parce que t'as eu une autre idée, tu vois. Donc voilà, l'importance de faire un plan. Et là, je rends hommage à Lucie Castel qui nous dit « Faites un plan ». Oui, elle a raison. Faites des plans. C'est important. Oui, je confirme. Moi, les gens qui font pas de plan, je sais pas comment ils font. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça me stressait à la base. Quand on m'a dit oh là là, quand on m'a dit faut faire un plan, j'étais là mais je vais jamais y arriver, ça me stresse trop. Je pensais au contraire que j'avais besoin d'écrire librement. Mais en fait, pour moi, mes plans... en fait, à la base, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon histoire sous forme de frise chronologique. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. J'ai ventilé un peu. Et après, j'ai essayé de le mettre sous forme de chapitre. Donc vraiment, dans tel chapitre, il se passe tel truc. Et en fait, le fait de faire ça, quelque part, t'écris déjà ton histoire. Parce qu'elle va se modifier sous tes yeux. Tu vas avoir d'autres idées, tu vas les challenger. Et donc, du coup... Finalement, c'est pas un plan en mode il faut absolument écrire ça, c'est juste mettre en forme tes idées, tes itérations. Et en fait, je me rends compte que oui, c'est totalement moi ce dont j'ai besoin pour travailler et avoir une histoire qui se tient. C'est impossible sinon de penser à tout et d'avoir une histoire cohérente si à un moment donné tu fais pas l'effort de la structurer. Et j'alterne du coup entre digital et papier. Des fois, j'arrive pas à mettre mes outils en forme sur l'ordi. Je prends mon cahier, je fais des dessins, je fais des schémas, je balance des trucs. Et encore une fois, je suis pas là en train de me dire oui, c'est bon ou c'est pas bon ou c'est une bonne idée. J'écris tout. Et en fait, mon cerveau, le fait de voir que je suis ouverte à ce qu'il a à me dire, alors mon cerveau, mon intuition, je sais pas lequel des deux, mais ta pensée, elle se structure en fait, à force de laisser passer les idées et de les écrire et de faire des schémas. Il y a plein d'idées que je vais pas garder, tu vois. Il y a des trucs... ça n'a plus sa place, mais ça m'a permis d'amener l'idée d'après, ou peut-être l'idée d'encore après, qui est celle que je vais garder. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Est-ce qu'il y a des livres que tu aimes lire pour t'aider dans ton écriture ? Ouais, clairement, l'anatomie du scénario de Troubi. Enfin, ouais. Je sais plus... Si, c'est Margot Dessen, encore dans sa formation Les mots raturés, je suis tombée dessus. Ce livre est incroyable. Et pour le coup, je trouve que c'est un excellent complément à la formation Licard. Parce que des fois Licard on te dit il faut faire un plan etc., etc. Mais des fois ça manque un peu de questions pratico-pratiques
Par exemple, on te dit, il faut que ton personnage il ait des faiblesses et des forces. Troubi te dit, par exemple, la faiblesse de ton personnage, ça doit être un truc qui lui pourrit la vie et qui fait qu'il va se retrouver dans une situation qui fait que tu vas avoir ton histoire. Tu vois, et c'est pas du tout la même approche. Troubi m'aide vraiment à me poser les bonnes questions, tu vois, pour faire les arcs narratifs de mes personnages. C'est des questions toutes bêtes, mais on sent vraiment la logique de « Ah ok, je comprends pourquoi il faut que je fasse ça ». Et donc du coup, moi j'avais vraiment les deux en parallèle. Typiquement, quand je faisais par exemple mes fiches personnages, je revenais souvent à Troubi en complément pour me poser les bonnes questions et me dire « Est-ce que ce défaut-là, il est vraiment utile pour mon histoire ? Est-ce qu'il sert vraiment le propos que je veux servir ? Est-ce qu'il est relié en fait au reste ou est-ce que c'est juste de la cosmétique ?» Donc ouais, John Troubi, l'anatomie du scénario, ça se lit vite. C'est un gros pavé, mais il n'y a pas besoin de le lire d'une traite. Il faut le manger petit bout par petit bout. Et je trouve que c'est hyper utile pour se poser les bonnes questions. Ça va pas forcément te dire il faut que tu écrives telle histoire. Par contre, ça va te permettre de t'assurer que ce que tu écris, ça a du sens et c'est relié dans son ensemble. Il y a vraiment, tout est logique en fait. Donc je trouve ça hyper utile comme support. Ouais, j'avais commencé à le lire aussi parce que tout le monde en parlait, donc je l'avais acheté. Et ça me donne envie de le reprendre, ce que tu me dis. En fait, je pense qu'il faut que tu le prennes par bloc. C'est-à-dire, si tu es en train de travailler tes personnages, va lire en complément la partie sur les personnages, tu vois. C'est vraiment comme la petite sauce piquante que tu vas mettre sur ta pizza. Tu vois, ça vient vraiment en complément. Je vois. Et ça doit être très ciblé, tu vois, si tu bosses ton intrigue ou tu bosses ton antagoniste, va lire la partie sur l'antagoniste, tu vas te reposer les bonnes questions. Et en fait, quand tu lis le truc, moi j'ai toujours un carnet de notes et je le lis et je me dis ah oui, donc telle personne, et je le relis en même temps à mes personnages, tu vois, et à mon histoire, et je me dis elle fait ça, enfin quand je lis un brief, je dis ah oui, elle fait ça parce que, et comme ça tu vois le truc est posé en même temps et ton cerveau il mouline en arrière-plan, quoi. Donc Troubi, franchement je le conseille, c'est bon, en tout cas pour moi ça a été super efficace. Mais du coup on va passer à la partie 3 et on va parler de ton projet. J'aimerais que tu nous pitches ton projet, si tu veux bien, qui s'appelle La chaîne des dieux. Ouais, tout à fait. Donc la saga, saga c'est peut-être un gros mot, mais la série s'appellera Les Enchaînés et le tome 1 s'appellera La chaîne des dieux. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Fiona, qui était destinée à la base à un métier de guérisseuse comme sa mère. Et qui vit dans un royaume qui est en danger puisqu'il commence à être infecté par une maladie étrange qui ressemble à de la possession, chez nous, des exorcismes et tout. J'ai beaucoup lu les Warren, donc c'est quelque chose qui m'a énormément inspirée aussi. Donc ambiance bien sympa pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Et donc son peuple est infecté et quand son frère aîné revient d'une mission et qu'il est infecté et qu'ils ne peuvent pas le sauver, elle décide que, en gros, la médecine c'est sympa mais ça marche pas. Et elle décide de s'engager dans l'armée et d'attaquer le mal à la source. Et donc au fur et à mesure de son parcours, elle va comprendre d'où ça vient et elle va mettre à jour des complots entre les hommes, les dieux, le mal, et elle va devoir faire des choix. Et l'idée, c'est qu'en tout cas dans le roman, elle va aller très loin dans sa descente dans la violence. Je vais vraiment creuser cet aspect-là et l'idée, c'est de voir est-ce qu'elle va être capable de s'en sortir ou pas, comment, et de creuser tous ces aspects-là, quoi. Oh là là, donc c'était pas un pitch très scolaire, mais dans l'idée, c'est ça. Non, franchement, j'ai trouvé ça super. Est-ce que tu peux nous donner un peu les thèmes principaux de ce roman, de la saga en général ou du tome 1 ? Ouais, alors en tout cas les thématiques que vous allez retrouver, ça va être le mal omniprésent. On sait pas trop ce qu'il veut, on sait pas trop pourquoi il est là. Moi je vais être beaucoup centrée sur l'ambiance, c'est-à-dire les sensations en tout cas qu'on peut ressentir quand on est face à ce mal. Donc vraiment une ambiance très présente, ça c'est une première chose. Il y aura la thématique aussi de est-ce que quand on croit à quelque chose, ça nous donne le droit de tout faire pour ce quelque chose justement, parce que dans une guerre, chacun se bat pour quelque chose et chacun pense avoir raison. Et l'ennemi n'est pas toujours celui qu'on croit. Donc ça, ce sera une thématique aussi qui sera importante. Et après, bien évidemment, l'éternelle thématique du bien contre le mal et de est-ce que l'homme est bon ou mauvais par nature. Donc là, j'invente rien, mais en tout cas des schémas, des mythes un peu bibliques, un mélange un peu de mythes bibliques, de mythes grecs, voilà. Et l'amour aussi, bien sûr.
ça c'est une thématique centrale, mais voilà, moi je veux pas forcément une héroïne qui se révèle et qui se construit par la relation amoureuse. Moi je veux qu'elle se construise par elle-même, par les épreuves qu'elle va traverser. Mais l'amour en fera partie aussi, ça fera partie des épreuves qu'elle aura à traverser. Et ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment elle va se construire par rapport aux choix qu'elle va faire, comment elle va les assumer et comment elle va adapter ou pas son comportement. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée de cette histoire ? Mais du coup, je vais spoiler un post Instagram que je vais faire dans quelques jours. Mais, ça dépend quand est-ce qu'il sort. Quand je le sortirai. Ouais, je laisserai peut-être l'exclusivité au podcast quand même. En gros, j'ai pas tellement... En fait, c'est marrant, l'histoire, elle est venue après. C'est-à-dire que moi, j'ai mon héroïne en tête depuis 15 ans, tu vois. C'est vraiment... tu sais, quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de musique de film, Narnia, Hans Zimmer, Two Steps from Hell aussi, pour ceux qui connaissent un peu, voilà. Et en fait, j'avais pas forcément une histoire dans ma tête, mais j'avais des scènes. Tu sais, en fonction du morceau que t'écoutes, t'as des scènes qui se dessinent, et c'était tout le temps les mêmes, et c'est des scènes que je vais mettre dans mon roman, donc c'est pas tellement l'histoire. En fait, c'est plus mon héroïne, et c'est qu'est-ce qui lui est arrivé en fait à cette héroïne pour qu'elle en soit là. Et de là, du coup, j'ai déroulé la pelote, et à la base de la base, et ça pour le coup c'est ce que j'expliquais cette semaine sur mon compte, à la base de la base j'imaginais une histoire, en gros une héroïne qui est générale et qui a une relation avec son roi, et il peut pas se marier avec elle parce qu'elle est pas de sang royal, donc il est obligé d'épouser quelqu'un d'autre, et elle décide de partir et elle récupère son royaume, et parce qu'on découvre qu'elle a du sang royal, et elle revient et du coup ils peuvent se marier. Mais je me suis dit bah non, en fait ça marche pas. Ça marche pas parce que lui, il a perdu quoi dans l'histoire ? Tu vois ce que je veux dire ? Il a été marié à quelqu'un, il a eu une nana, puis l'autre, elle revient. Et... Donc en fait, je me suis dit non, j'ai pas du tout envie de porter ce message-là. Alors que c'est marrant parce que naturellement, c'était l'histoire que j'avais en tête quand j'écoutais de la musique et tout. Mais je me suis dit, bah non, ça marche pas en fait. Elle a traversé tout ça pour revenir au point de départ. Et donc du coup, c'était pas du tout ce que j'avais envie de porter. Et donc du coup, je me suis posé beaucoup de questions. Et il y a une histoire complètement différente qui est née. Celle-ci aurait pu marcher, hein, ça aurait pu tout à fait être un roman à part entière. Mais réflexion faite, j'avais pas forcément envie de porter ce message-là. Et c'est là où je pense qu'aussi ce que tu veux porter comme message en tant qu'auteur, même si tu cherches pas forcément à te dire je veux porter tel message, mais que tu le veuilles ou non, ton histoire elle va parler de quelque chose, et il faut quand même être conscient de ça et voir si t'es en phase ou pas avec ça, parce qu'il y a des gens qui vont te lire. Peut-être des fois des gens d'ailleurs jeunes, et en fait moi c'était pas du tout finalement cette histoire-là que j'avais envie de porter, donc j'ai décidé d'en trouver une autre. Ok, et ça t'est venu facilement du coup les nouvelles idées pour trouver l'autre histoire ? Ouais, ça va, à force d'itérer, de trouver des idées, d'en noter plein. Ce qui est venu assez vite, c'était le mal, cette maladie, ça c'est venu très très vite. Et après, de fil en aiguille, d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est là, l'héroïne, qu'est-ce qu'elle doit traverser. En fait, à force de se poser des questions, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, ouais, c'est venu assez facilement. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui imagine beaucoup avec la musique. Donc en fait, je vais mettre de la musique et mon cerveau va imaginer des scènes. Et donc je vais me dire, ça c'est pas mal. Et tu vois, ça va, au fur et à mesure, on aboutit sur des trucs des images, des idées qui se connectent, et ça fait une histoire. Donc la musique a quand même une part importante dans ton processus d'écriture. Donc tu en écoutes pas forcément quand tu écris, mais t'en as besoin quand même à un moment donné dans ton processus créatif. Ouais. En fait, si j'écris une scène particulière, je vais mettre de la musique sur cette scène. Par contre, en fait, ça va dépendre des moments. Il y a des moments où j'ai besoin d'être au calme. J'ai vraiment besoin que mon cerveau soit au calme pour me connecter à mon intuition, à ce que je ressens, à être attentive à tout ça. Et il y a des moments où la musique va me donner des idées et va me porter. Et, tu vois, typiquement, quand je faisais mes fiches personnages ou mon plan de chapitre, écouter de la musique, ça me dérange pas, tu vois. Par contre, il y a des moments le matin quand j'ai besoin de résoudre un problème d'intrigue particulier, je vais pas forcément mettre de la musique parce que ça va m'empêcher d'être au clair et de sentir ce qui est juste pour l'histoire, tu vois. C'est assez bizarre à expliquer, mais il y a des moments où j'ai besoin d'être au calme, donc j'écoute le fait que j'ai besoin d'être au calme et je mets pas de musique. Et il y en a d'autres où au contraire je sens que ça m'aide à me focus et donc je le fais. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas forcément un code, une méthode à suivre, parce que je pense qu'en tant que personne, il y a des moments où tu as besoin de quelque chose et des moments où tu as besoin d'autre chose.
Et au contraire, de la même manière qu'il y a des jours où tu vas être capable d'écrire 3 heures d'affilée et d'autres juste 30 minutes, je pense que ça c'est super important de s'écouter, d'écouter son intuition, d'être à l'écoute de ce qui se passe en toi et pas forcément te forcer à suivre une routine parce qu'une routine, c'est pas réaliste par rapport à ton état du moment, tu vois. Toi, ton humeur, elle évolue, ta fatigue, elle évolue, tes envies, elles évoluent. Et je pense que là où t'es le plus efficace, c'est quand tu sais t'écouter, justement. En tout cas, moi, je suis super attentive à ça. Si je suis crevée, je fais des pauses. Enfin, tu vois, là, mon plan, il m'a épuisée. Bah, j'ai fait 1 semaine où j'ai pas touché à mon roman. Et du coup, après, j'avais qu'une envie, c'était de le retrouver. Alors que si je m'étais forcée, bah peut-être que je me serais un peu dégoûtée du truc, tu vois, et j'aurais pas forcément été plus efficace. Et je pense que savoir s'écouter, surtout quand on veut aussi être en entrepreneuriat, je pense que vraiment c'est super important. C'est vrai, il y a une grosse part d'intuition quand même dans ce travail-là, on va dire. Ouais, et puis moi, tu vois, en parallèle, je fais une formation, enfin moi, de toute façon, je suis très très intéressée par tout ce qui est énergétique, ésotérisme, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Donc je me forme à la communication animale en parallèle avec Léa, que je salue, Léa de Instinctiva. Si vous voulez vous former à cette pratique-là avec quelqu'un de bien, bah, je vous conseille sa formation d'ailleurs. Et c'est vrai que tu apprends beaucoup à être à l'écoute. Et en fait, quand tu es à l'écoute, tu remarques qu'il se passe des choses. Tu remarques que tu as certaines idées qui résonnent plus que d'autres. Tu remarques que tu es plus efficace quand tu écoutes ta fatigue. Tu vas apprendre à voir des signes un peu à droite à gauche. Enfin, il faut être à l'écoute de ce qui se passe en nous et en dehors. Il y a une vie en dehors des écrans et ouais, c'est super important, je pense, d'être capable d'être sensible au monde qui nous entoure et d'écouter son intuition. Elle se trompe rarement quand même. Alors là, mes 2 questions, peut-être que tu pourras pas y répondre, mais du coup, j'aimerais, par rapport à ce que tu as déjà écrit du début de ton premier jet, qu'est-ce que tu as préféré écrire ? Alors, par exemple, est-ce que c'est les descriptions, les dialogues, des choses comme ça ? Et au contraire, qu'est-ce que tu as le moins aimé écrire ? Alors, ce que j'ai moins aimé écrire, c'est à la première personne, du coup. Vraiment, j'aime pas trop ça. Ce que j'ai bien aimé écrire, c'était les sensations du personnage. Enfin, pour la petite histoire, mon prologue, c'est un début où on est en contact avec la maladie dès le début. Moi, j'aime bien les trucs un peu impactants. Donc, dès le prologue, on est en contact avec la maladie. Et du coup, j'écrivais ça dans ma chambre d'hôtel, quasiment dans le noir. Et je me suis fait flipper moi-même, en fait. Ah oui, j'ai vu... t'en as parlé, non ? Ouais, mais parce qu'en fait, j'étais vraiment dans la peau de mon personnage à me dire, elle arrive à cet endroit, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent. Et j'étais vraiment concentrée sur les sensations, le visuel, le corporel. Et donc, du coup, ça, j'ai adoré me mettre vraiment dans l'ambiance, tu vois, de mon roman, d'écrire ça et tout. Je l'ai fait lire à ma collègue avec qui j'étais en déplacement. Elle m'a dit, mais ça fait trop peur ton truc. Et elle se frottait les bras comme ça, donc je me suis dit bon bah c'est bon, l'ambiance est posée. Donc ça j'ai adoré, vraiment me plonger dans l'ambiance, voir mes personnages prendre vie aussi, c'est bizarre mais commencer à leur donner corps, tu vois, ça c'était essayer de réfléchir à comment eux ils pensent et tout. Par contre ce que j'ai les dialogues j'aime bien aussi, même si pour moi c'est un peu plus entre guillemets anodin. Je pense que je préfère plus écrire les ambiances que vraiment les dialogues. Et moi j'aime bien aussi le côté choisir des phrases qui vont avoir un impact, la façon dont tu coupes tes phrases aussi, et quand tu les lis et tu te dis ah ouais c'est ça c'est cool. Et après ce que j'ai moins bien aimé, ouais, c'était le fait de pas trop savoir sur quel pied danser en termes de point de vue, et le fait d'écrire à la première personne c'est plus impactant, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Je sais pas pourquoi, je préfère écrire à la 3e personne. Et bon, en tout cas, c'était que le prologue. Et après, je pense que ce qui est difficile aussi, c'est de se dire, bon, ça, je sens que c'est pas parfait. Tu vois, j'ai mis un petit commentaire à retravailler ou à revoir plus tard, à rendre plus impactant. Et c'est dur de se dire, c'est pas parfait, je le laisse ici et j'y reviens plus tard parce qu'il faut que j'avance. Tu vois, ça, je pense qu'on passe tous par là. Ça, c'est dur, ouais. Et ouais, ça m'oblige à prendre sur moi. Mais bon, je pense que c'est un coup à prendre. Et après, quand tu repasseras à la réécriture, tu verras tous tes petits commentaires à reformuler, à changer. Et toi, tu vas être là. Hein. Ouais, c'est clair. C'est trop chiant. C'est clair. Mais la 2e version sera meilleure que la première et la 3e meilleure que la 2e. Donc, faut résister à l'envie d'aller corriger de suite. C'est ça. Les personnages que tu
écrit ou que tu as imaginé te ressemble-t-il un petit peu, et si oui, dans quelle mesure? C'est une bonne question. Je pense que mon personnage principal, c'est un peu la nana que j'aurais aimé être si j'étais dans ce monde-là, tu vois. C'est un peu la meilleure version de moi-même, en beaucoup moins bisounours par contre, parce qu'elle est beaucoup plus factuelle, beaucoup plus analytique que moi, pour le coup. Moi, je suis quand même une optimiste notoire, donc c'est pas trop moi en termes de caractère. C'est vrai que je me suis pas trop posé cette question. Je pense qu'ils ont tous un bout de moi, de toute façon, c'est évident, que ce soit dans leurs qualités, dans leurs défauts, dans leur manière de voir le monde. Forcément, ils ont tous un bout de moi, et je pense que chaque personnage est un peu une expression différente, tu vois, de ma vision du monde, en fait. Mon héroïne, ça va être un certain aspect, son antagoniste a un autre aspect aussi. Donc je pense que oui, tous mes personnages combinés sont un bout de moi, mais il n'y en a pas un en tout cas qui est moi dans son entièreté. Sinon ça serait beaucoup trop le bordel. Puis de toute façon, moi je suis peureuse et je sais pas me battre, donc si tu comptes sur moi pour sauver le monde, les gars, bah bon courage. Je suis jamais à l'heure en plus, donc pareil. Du coup, j'imagine, vu que c'est de la dark fantasy, t'as dû créer quand même beaucoup de personnages. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères sur tout cela? J'en ai pas créé tant que ça finalement. Ah ouais? Alors, je suis pas forcément une super world builder. J'ai pas l'impression, tu vois, d'être une nana qui arrive à créer des univers hyper denses. Parce que pour le coup, je me concentre vraiment sur les personnages en eux-mêmes plutôt que sur le monde, tu vois ce que je veux dire? Par contre, j'ai un petit set de personnages et celui que je préfère, il arrivera... alors je sais pas dans quelle mesure on va le voir parce qu'il s'est pas encore exprimé. Dans le tome 1, on le verra pas beaucoup, par contre il va être central dans le tome 2. Et c'est un peu mon chouchou lui, c'est-à-dire que c'est vraiment un personnage qui va énormément évoluer, qui aura une conception du monde assez fermée, assez noir ou blanc, et qui va au contact du coup de mon héroïne être amenée à se reposer beaucoup de questions et vraiment changer complètement sa manière de penser. Et bizarrement, c'est celui qui me touche le plus de tous les personnages que j'ai faits. Mon héroïne aussi, mais lui, je sais pas pourquoi, j'ai un lien particulier avec ce personnage-là, donc je veux pas en dire trop parce que sinon ça va spoiler. Mais en tout cas, j'aime bien explorer les côtés sombres de mes personnages pour le coup, que ce soit mon héroïne ou les antagonistes. J'ai aussi beaucoup d'affection pour mes antagonistes, tu vois. Donc en fait, j'ai vraiment essayé de faire des personnages avec lesquels j'avais un lien, quoi. Pas juste un personnage qui fait de la figuration. Il y a quelque chose qui me parle dans chacun de mes personnages, tu vois, qui me touche en chacun d'eux en tout cas. Bah, c'est bien, au moins tu prendras plaisir à les écrire. Et du coup, tu as hâte d'écrire, de commencer à écrire avec ce personnage? J'ai hâte et en même temps j'ai peur parce que en fait ça devient concret. Et d'un autre côté, je suis proche mais encore loin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, je sais que sur les réseaux, j'ai commencé à nouer des liens. Il y a des gens qui commencent à avoir envie de lire mon histoire. Et oui, le marketing, je suis très forte, mais j'ai intérêt à assurer sur la partie écriture. Et en fait, ça me terrorise. C'est un peu ça le risque. Ouais, et ça me terrorise parce que je me dis, en fait, faire des book trailers, tu vois, j'ai fait un book trailer, je l'ai pas encore sorti, je le sortirai bientôt. Faire des trucs qui donnent envie, des images qui claquent, réfléchir au graphisme, faire un beau site web, ça pour moi c'est facile. Mais plus tu donnes envie aux gens, plus t'as intérêt d'assurer derrière. Et je suis terrorisée à l'idée de peut-être faire une histoire qui se tient pas assez ou des personnages pas assez fouillés, parce que dans ma tête c'est tellement une histoire de ouf que j'ai peur de pas réussir à la retranscrire comme elle devrait être dans ma tête, tu vois. Donc ça c'est dur, et du coup je me dis faut vraiment, de toute façon faut que j'avance, faut que j'écrive et je vais retravailler et je vais m'entourer des personnes qui vont me dire ce qui va pas, enfin j'essaie de dédramatiser le truc, mais vraiment, je suis partagée entre les deux. Et c'est vrai que des fois, je me dis, est-ce que je vais arriver à l'écrire ce livre ? Et c'est là où, pour le coup, le marketing m'aide. Parce que quand j'ai un moment un peu de doute ou que j'ai peur, je regarde le book trailer que j'ai fait, donc le petit teaser, et je me dis, non mais, il n'y a pas moyen que j'écrive pas cette putain d'histoire, en fait. J'ai trop envie de... Je peux pas ne pas l'écrire, tu vois. Et c'est là où, en fait, quand je dis le marketing, c'est aussi fait pour s'amuser. C'est ça, trouvez des images qui représentent vos personnages, faites des petites vidéos, amusez-vous, donnez leur corps peut-être d'une autre manière, et comme ça quand tu doutes dans ton écriture, tu
tu te dis putain, ils sont presque là, tu vois, il me reste juste à l'écrire, à leur donner de la voix, et c'est bête, mais moi ça rend vraiment concret mon livre avant qu'il existe. Tu vois, je suis en train de bosser sur ma couverture, à chaque fois je me dis j'ai pas le droit de pas le sortir ce livre, je dois le sortir, tu vois, il est presque là, il reste juste à écrire 450 pages, mais ça c'est du détail. Trop foiré. Easy. Je t'ai pas demandé tout à l'heure, mais dans ton plan, tu as déjà... Attends, t'as dit que combien de tomes tu allais faire ? Pour l'instant, je pense que je vais faire 3 tomes et 1 tome compagnon. Ok, et donc t'as déjà le plan sur tes 3 tomes ? Globalement, oui. En fait, moi, à la base, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'écris un synopsis. Je commence par le synopsis. C'est-à-dire que je déroule... on commence là, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et on termine là. Et après, quand je fais mon plan, mes idées, elles évoluent, etc. Mais oui, j'ai déjà grosso modo ce qui va se passer sur mes 3 tomes. Surtout sur le deuxième, parce qu'en fait, c'était un tome que j'ai scindé en 2. Parce que quand je l'ai travaillé, je me suis rendu compte qu'il était super dense, donc je l'ai divisé en 2. Donc tome 1, tome 2, et le tome 3, je dirais que j'ai peut-être 70%, mais je sais grosso modo comment ça va se terminer. Je sais grosso modo les enjeux qu'il va y avoir dedans, mais je me mets pas trop de pression parce que je sais que ça va bouger. Donc en gros l'idée c'est, si j'ai une fin qui est déjà cohérente là, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à écrire une histoire qui tiendra la route sur les 3 tomes, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir pensé tous les détails. Par contre oui, je sais comment a priori ma saga va se terminer, même si je sais que ça peut encore évoluer, tu vois. Par contre j'ai pas un plan de chapitre détaillé sur les 4 tomes, ça sert à rien parce que je sais que ça va changer. Mais ça c'est clair. Est-ce qu'il y a un élément que tu veux absolument caler dans ton livre ? Ouais, c'est surtout des scènes. C'est des scènes... Enfin, je sais pas toi comment ça a fait, mais moi, quand je pense à mon roman, c'est les fameuses scènes que j'avais dans la tête quand j'avais 15 ans. Et il y en a une en particulier, c'est sur une chanson de... Enfin, c'est un morceau de Audio Machine. Donc, Audio Machine, ils font des musiques de films et des musiques épiques. C'est un morceau de Audio Machine qui s'appelle Wildfire, donc Feu sauvage. Et quand j'écoute ce morceau, j'ai une image de une scène de bal où mes personnages se sont pas vus depuis longtemps. Ils se retrouvent et ils dansent et genre vraiment c'est la passion, l'amour, enfin tout ça. Et donc cette scène-là, j'aimerais bien la caler. J'aimerais bien la caler, je sais pas comment. Donc si vous voyez une scène de bal, ben, vous saurez que ça vient de là. Après j'en ai plein d'autres hein, comme ça, des scènes marquantes qui se jouent en boucle dans ma tête. Bon, après, il faut que ça serve l'histoire, mais celle-là en particulier, ouais, j'aimerais bien réussir à la mettre, ouais. Ben, on va passer à la partie 4, qui s'appelle « Les goûts et les couleurs ». Pour toi, un bon chapitre doit comporter combien de mots ? Alors là, je n'en ai aucune idée. Je pense pas que ce soit tellement le nombre de mots plutôt que le contenu. C'est-à-dire que... Alors, j'aime pas les chapitres trop longs. Surtout quand moi je lis le soir, parce que tu sais, c'est con, mais j'ai l'impression d'avancer quand je passe de chapitre en chapitre. Et du coup, les chapitres interminables, ça t'oblige à te couper en plein milieu parce que t'es fatigué, et je trouve ça trop frustrant. Donc, en nombre de mots, je sais pas. Par contre, il faut que ça se lise vite. Et donc, je dirais plutôt des chapitres assez courts et assez dynamiques. Y a-t-il un cliché de la littérature dont tu ne peux pas te passer ? Que ce soit autant toi quand tu lis que t'as envie de caler dans ton livre à un moment donné. J'avoue, le trope touch her and you die, je l'aime bien. J'avoue, celui-là, c'est un peu mon petit péché coupable. Parce que j'aime bien quand même. Je sais qu'on est des femmes fortes, on est en 2025, on n'a pas besoin d'un homme, mais quand même, le petit côté ça touch her and you die... Un petit piment. C'est un peu le petit spicy, tu vois. Ouais, j'aime bien. Ok, tiens, cette question, je l'adore. Si jamais ton projet devait être adapté en film ou en série, est-ce que tu sais déjà quel artiste tu veux pour la bande originale ? Ah ! Tu nous en as déjà cité quelques-uns, mais... Ouais, mais si je devais en retenir qu'un... Tu peux en citer plusieurs. Brian Delgado, direct. Parce que son album, l'album Immortals, c'est exactement l'ambiance de mon roman. Audio Machine, parce que pareil, moi je t'ai dit tout à l'heure que j'adorais les trucs épiques. Audio Machine. Et entre Hans Zimmer et Harry Gregson-Williams, je dirais quand même plutôt Harry Gregson-Williams, parce que Narnia, parce que tout ça, quoi.
parce que Prince of Persia, enfin toutes ces ambiances, culture Disney oblige, hein. Mais je trouve que Harry Gregson Williams, pour une bonne scène de bataille épique, c'est quand même pas mal. Ouais. Est-ce que tu as un auteur ou une autrice préférée ? C'est dur parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien. Je te dirais en littérature classique, c'est Zola. On passe du coq à l'âne, hein. Mais j'aimais beaucoup Zola parce que c'était très précis, très... je sais pas comment dire, il y avait une notion de cru, de réalité dans la manière dont il écrit et les descriptions qui étaient vraiment... qui m'a vraiment marqué. J'ai lu Zola assez jeune et c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Un autre auteur aussi qui m'a secoué, c'est Pullman, Philippe Pullman, avec La boussole d'or. Parce que je trouve que... il a réussi à retranscrire des concepts comme le passage de l'enfance à l'âge adulte, ou en tout cas la sortie de l'enfance, et des concepts sur la religion, l'âme, d'une manière tellement poétique. Enfin, ça, c'est un truc, quand j'ai lu La boussole d'or, je me suis dit, mais waouh, mais ce livre, mais on devrait le faire lire dans toutes les écoles. Enfin, il y a vraiment une poésie, je trouve, qui se dégage de ce bouquin qui est juste incroyable. Et après, pour terminer, je dirais plus sur le domaine de la fantasy. Moi, j'aime beaucoup Terry Goodkind. Alors, je sais pas, parce que maintenant, on apprend toujours des trucs, je sais pas si c'est un auteur problématique ou pas, mais en tout cas, au niveau de son écriture et de la manière dont le système de magie, tout s'imbrique, tout est bien construit. Donc, c'est la saga de l'épée de vérité, hein, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient pas. Il y a une 15aine de tomes, je crois. Et ce que j'aimais bien, c'était qu'à chaque fois, il y avait ce truc de « Ah ouais, c'est trop bien pensé, tu vois. » La magie, elle est... Alors, c'est plus un auteur, je dirais, entre guillemets, classique, parce que les Goodkind maintenant ils ont commencé à avoir quelques années, mais ouais, le système de magie, les personnages, j'aime beaucoup comment il arrive à construire son univers, quoi. Ok, et tu as lu les 15 tomes du coup ? Ouais, parce que je suis un peu jusqu'au boutiste, donc je me suis dit bon bah je vais au bout. Je t'avoue, à la fin j'ai un peu souffert, surtout les tomes compagnons sur Nissi, que donc la magicienne, c'est un personnage secondaire et il en a fait une série de tomes compagnons. J'étais pas trop fan, ça sentait un peu... Parce que je crois que de toute façon, c'est ses éditeurs qui lui avaient demandé d'aller plus loin et lui, il avait prévu d'arrêter. Ça s'est un peu senti, quoi, en gros. Donc à la fin, j'ai un peu saturé, ouais. Du coup, est-ce qu'il y a un univers que tu aurais aimé inventer, toi ? Franchement, je dirais Harry Potter. Parce que Harry Potter, quoi. Enfin, je sais même pas comment c'est possible de créer des univers aussi... Alors, je dissocie complètement pour le coup là l'œuvre de l'artiste, hein, qui est quand même qui a tenu des propos qui sont inacceptables. Par contre, c'est vrai que quand on regarde l'univers, moi j'ai grandi avec Harry Potter, hein, j'ai 32 ans, et quand on voit tous les détails, le passé des personnages, comment tout s'imbrique, le monde, le langage qu'elle a réussi à créer, le système poétique, enfin c'est juste ouf. Et je pense pas être capable d'aller dans ce niveau de détail, mais on se dit aujourd'hui, le monde des sorciers, il pourrait exister en parallèle de notre monde. Ça tient debout, quoi, tu vois. Et c'est ça que je trouve... je trouve ça incroyable. Tout ce qu'elle a réussi à construire, enfin, c'est ouf. Je suis d'accord. J'ai rien d'autre à ajouter. Et y a-t-il un personnage que tu aurais aimé inventer, par contre ? J'aime beaucoup le personnage de Diana dans la série Dark... Attends, comment c'est déjà ? Deborah Harkness. Ça me dit Le livre perdu des sortilèges. C'est une sorcière, une histoire de sorcière et de vampire. Et j'ai adoré cette histoire parce qu'il y a un peu d'historique, il y a de la magie, il y a du voyage dans le temps. Et ce personnage-là, ouais, je l'aime bien aussi. Après, s'il y a vraiment un personnage de tous les temps que j'aurais adoré écrire, c'est le Joker de Batman. Parce qu'il m'éclate. Il est complexe, je trouve que je pense que c'est le meilleur personnage de tous les temps. Ah ouais. Particulièrement dans les films de Nolan. Je regarde le Dark Knight, donc le deuxième film. Alors c'est pas tellement écrit, mais typiquement si j'avais envie, si je rêvais d'écrire un antagoniste, ce serait un antagoniste de cet acabit-là parce qu'il est juste exceptionnel. Oui, puis l'acteur aussi a rendu le personnage hyper intéressant. Ouais. On va passer à la partie 5 qui s'appelle Fast Plume. Je vais te donner 2 propositions et tu vas me dire laquelle tu préfères. Ok. Alors, chapitre court ou chapitre long ? Court. Titre de chapitre ou pas ? Oui. Première ou troisième personne ? Troisième personne du coup. Point de vue unique ou multiple ?
À la base, j'étais partie point de vue unique, mais plutôt multiple, je pense. Je vais tester, on verra ce que ça donne. Prologue ou direct chapitre 1? Ah non, prologue, direct. J'ai l'impression que tu as déjà répondu à toutes les questions. Premier jet, alors ça, du coup, tu peux pas encore répondre. Mais premier jet ou réécriture? Quelle étape je préfère? Ouais. Je pense que je vais préférer le premier jet quand même. Saga ou one-shot? Plutôt saga. Livre papier ou numérique? Financièrement, le numérique, c'est pas mal, mais je préfère quand même avoir un livre papier dans les mains. Écrire le matin ou le soir? Les deux. Là, je suis désolée, j'ai pas de préférence. Mais si je devais suivre ma nature, je dirais plutôt le soir. Sauf que comme je suis obligée d'avoir un boulot à côté, je m'organise différemment, mais à la base, je suis plutôt un oiseau de nuit, moi. Thé ou café? Café quand même. Écrire sur ordinateur ou à la main? Plutôt sur ordi. Mais par contre, quand je suis bloquée, c'est le manuel qui me débloque, systématiquement. C'est plus intuitif et c'est plus naturel, plus concret comme écriture, je pense. Et enfin, organisation carnet ou numérique? Plutôt numérique. Ok, du coup, on va passer à la partie 6. Je vais te donner une proposition. Je vais te dire quelque chose, tu vas me répondre. Il faut que tu justifies aussi pourquoi tu me donnes cette réponse. Ok. Si tu pouvais te téléporter dans un livre, ça serait... Je lis des trucs sombres, alors j'ai pas forcément envie de me téléporter dans un truc... je suis désolée, mais je pense que ça va être Harry Potter. Hein. Parce que j'ai envie de goûter la bière au beurre. C'est pas bon. C'est vrai? Ah bon, tu vois, tu m'as économisé un voyage dans un livre. Après, je sais pas, peut-être qu'elle est pas censée avoir ce goût, mais en fait, tu vois, c'est du caramel gazeux. Ah, je vois. Et en fait, la première gorgée, tu te dis, c'est bon. Et en fait, ça devient écœurant. Ouais, ok. Non, après, je sais pas trop, parce que moi, je suis quand même une grosse flippette dans la vraie vie. Donc, je sais pas si j'aimerais être téléportée dans un des livres que je lis. Tu vois? Je comprends. Donc, Harry Potter, mais genre au début, tu vois, quand on risque encore pas trop de choses. Voilà. Oui, pour aller manger dans la grande salle, le buffet. Oui, exactement. Voilà. Harry Potter, la grande salle et pas la forêt interdite, tu vois, en termes de niveau de risque. Je vois. Ok. Donc, tu veux être auto-édité, mais si tu devais être publié dans une seule maison d'édition, ça serait laquelle? C'est une bonne question. Je t'avoue que le nom qui fait rêver, c'est Brajlon. Après, c'est tellement une grosse machine que je pense que j'aurais plutôt tendance à viser des plus petites maisons en termes de taille, hein, je veux dire, pas forcément de prestige. Donc, je pense plutôt Corrigan, ce genre de taille de maison. Ah, le Héron d'Argent, j'arrivais pas à retrouver le nom. Non, il y a une maison qui me fait vraiment rêver, c'est le Héron d'Argent. Je vois. Je vois parce que les livres, la qualité, c'est incroyable. Ok, je crois que j'en ai jamais lu de cette maison d'édition. Mais il y en a tellement qui existent. Enfin, Du coup, si tu pouvais rencontrer un seul personnage de ton roman, ça serait qui? Mon héroïne, quand même. Ouais, parce que... oui, pardon, je t'ai pas expliqué pourquoi. Non, parce que juste pour la voir en vrai, quoi. La voir en tant que personne et qu'elle puisse me dire quand même t'as déconné, t'étais vraiment obligée de me faire passer par tout ça. Tout le monde me dit la même chose. J'irais m'excuser parce qu'avec tout ce que je lui ai fait vivre. Non, plus pour lui dire alors qu'est-ce que t'as appris et voir ce qu'elle me répondrait, tu vois. Bon, ça se trouve elle me couperait la tête direct et on n'aurait pas le temps de discuter, c'est possible aussi. Elle est un peu sanguine. Ça en dit beaucoup sur le personnage du coup. Ok, on va passer à la partie 7. C'est un jeu d'imagination. Donc, je vais t'envoyer sur Instagram une image. En fait, ça va être la même image pour tout le monde. L'idée, en fait, c'est de montrer qu'avec une seule image, on peut générer des milliers d'histoires différentes. Il faut que tu essaies d'imaginer le début d'une histoire à partir de cette image-là. Je dirais que c'est une jeune femme qui a reçu un coup de fil de son premier amour qu'elle n'a pas vu depuis genre plein d'années, tu vois. C'est une nana qui bosse beaucoup, qui a le temps de rien, qui s'est empêchée de réfléchir en se noyant dans le boulot. Et là, elle reçoit ce coup de fil et il lui demande de se voir à tel endroit, donc dans la rue où ils se sont rencontrés, et elle sait pas pourquoi. Et là, elle l'attend. C'est beau. Voilà ce que ça m'inspire en tout cas. J'aime trop ce moment-là parce que
depuis le début, bon, c'est que la 4e interview que je fais, tu vois, mais depuis le début, c'est que des trucs différents et c'est tellement passionnant. Ah, c'est marrant ça. Bon, on va arriver à la dernière partie. Franchement, on a été super vite. Je suis choquée, c'est la première fois que je vais si vite, je crois. Et le temps passe vite quand on s'amuse. Tout était clair, oui. Du coup, il va rester 4 questions pour la fin. Donc, il y a une question que j'ai oublié de te poser au début, c'est la question de la personne d'avant. Et c'est pourquoi écris-tu C'est une question de jeu, non? Parce que j'ai envie. C'est une très bonne réponse. Non, mais c'est parce que j'ai toujours eu envie, parce que j'ai beaucoup d'imagination, que j'aime bien jouer avec les mots et que c'est un de mes moyens d'expression. Et je pense que ça boucle aussi la boucle par rapport à ce qu'on disait au début. T'as envie d'écrire, et bah t'écris en fait. Tu demandes pas la permission, t'attends pas le bon moment qui viendra jamais. T'as envie d'écrire, et bah t'écris. Et je pense qu'il y a aussi ce côté j'écris parce que je sais que j'en suis capable. Je sais que je suis capable de sortir un livre. Je sais que je suis capable d'avoir mon livre entre les mains, de faire un truc sympa. Et donc j'ai envie de voir ce que ça donne, donc j'écris. Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'écriture de son premier livre, qu'est-ce que ce serait ? Laisser le perfectionnisme de côté. C'est ce que je disais dans ma dernière newsletter. Moi, j'ai pas écrit pendant 20 ans parce que je voulais un truc parfait. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que c'est un peu comme quand tu vois un sportif qui gagne une médaille d'or au JO. T'as l'impression que ce qu'il fait, c'est facile. Quand on lit des livres d'auteurs publiés, on a l'impression que c'est facile et qu'ils ont écrit comme ça, mais on n'a pas vu tous les brouillons qu'il y a eu avant, toutes les ratures, tout le travail, toutes les questions qui se sont posées. On voit toujours que le résultat, et en fait on oublie que le résultat, c'est un résultat. Et donc ça résulte de travail, d'erreurs, de brouillons, et qu'en fait le résultat, c'est ce qui arrive à la fin. Et il faut passer par les étapes d'avant pour avoir le résultat, en fait. On peut pas viser le résultat direct. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On doit passer par les étapes avant, on doit accepter que c'est pas parfait, que la plume, elle va s'affiner. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on a appris à l'ICAR, c'est Caroline Minic qui nous le disait. Le style, il va évoluer avec le temps, si et seulement si tu lui laisses la possibilité de s'exprimer. C'est comme si, tu vois, moi je dessine aussi en parallèle, c'est comme si j'attendais d'avoir le dessin parfait sans m'entraîner avant. Et en fait, quand on le dit comme ça, c'est logique. Mais en réalité, le processus d'écriture, on t'a tellement mis dans la tête qu'il fallait, comme tu disais, être béni des dieux, machin, avoir la grâce... c'était hier, c'était Elisa qui disait ça. En fait, on oublie que c'est comme tout, c'est du travail, et la qualité, elle vient avec le travail, avec les erreurs, avec le temps que tu vas y passer. Donc le conseil que je dois donner à quelqu'un qui voudrait écrire, c'est accepte de te lancer et laisse-toi le temps d'apprendre. Accepte que ça fait partie du processus et que tout le monde passe par là. Oui, peut-être qu'il y en a qui écrivent mieux que d'autres au début, mais en fait, tu peux pas progresser si déjà tu te lances pas. Et il n'y a personne qui écrit parfait du premier coup. Un livre que tu achètes dans une librairie qui vient d'une maison d'édition, il a été retravaillé par 10-15 personnes. Il y a eu un G0, des corrections, des re-corrections. C'est le résultat d'un travail et c'est pas sorti comme ça tout propre, à part Amélie Nothomb qui est un cas particulier. C'est pas sorti tout ça comme ça tout propre. Voilà. Donc acceptez, lancez-vous et ne visez pas la perfection parce que ça n'existe pas, quoi. Moi, c'est vraiment ce que j'ai appris, en tout cas, dans mon parcours d'écriture. Et quand j'ai pris conscience que j'avais pas écrit pendant 20 ans, je me suis dit, putain, mais je suis trop conne, quoi. Vraiment, à force de vouloir un truc parfait, au final... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Alors que si j'avais écrit, j'aurais peut-être un niveau aujourd'hui qui serait bien meilleur que celui que j'ai. Tout ça parce que j'ai refusé d'écrire en premier lieu, quoi. Et résultat, tu perds des années, quoi. Oui, ou peut-être que c'était pas ton destin de commencer trop tôt l'écriture aussi. Peut-être, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est comme tout, si t'as envie d'apprendre, mais que ce soit l'écriture ou pas, hein, d'ailleurs, t'as envie d'apprendre à jouer de la guitare, t'as envie d'apprendre à dessiner, t'as envie d'apprendre à nager, ouais, tu vas pas être Manodou ou Phelps tout de suite. Au début, tu vas couler un peu, mais c'est à force de t'entraîner, et t'as pas besoin de nager comme Phelps pour prendre du plaisir à nager et pour que ça te dégage quelque chose pour toi, tu vois. Et ça, on l'oublie aussi. On a l'impression que si c'est pas parfait, ça vaut rien. Mais il y a plein de nuances avant, en fait. Voilà.
C'était un peu long, mais non, mais c'était parfait. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose ? Non, franchement, je pense qu'on a été assez complet sur le parcours. On a parlé de plein de trucs. Là, comme ça, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Ok, et comme je dis aux autres, de toute façon, si jamais il y a d'autres trucs, on fera une partie 2. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, la dernière question, c'est est-ce que tu as une question, toi, à poser à la personne qui passera après toi ? Bah, franchement, j'aime bien la dernière question que tu m'as posée, là. S'il y a une chose que tu aimerais transmettre à ceux qui écoutent, qu'est-ce que ce serait ? Quel enseignement, toi, tu tires et que tu aurais envie de transmettre aux autres ? Je trouve que cette question, elle est importante. Cette notion de passation et de message aussi un peu positif, un peu bienveillant. Très bien. Donc, noté. Garde ça pour le prochain. C'était prévu, mais je vais tourner la question comme toi tu la tournes parce que c'est un peu différent quand même. Bon, ben voilà, c'était la dernière question. Ben, du coup, je te remercie beaucoup d'être venu. C'est moi. Et on se dit à bientôt, j'espère, dans la vraie vie. Merci beaucoup à toi pour l'invitation surtout. Avec plaisir. Tu nous donnes la possibilité de passer un bon moment et de partager aussi sur notre parcours. Et franchement, merci pour l'initiative, c'est top. Et je me suis vraiment beaucoup amusée et je souhaite autant de plaisir au prochain. Merci, merci. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour me suivre et suivre l'actualité du podcast. Et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles s'il vous a plu. À très bientôt.